Les questionnements éthiques sont finalement aussi anciens que la discipline et ils ont longtemps été limités au problème de pillage des sites, de la qualité scientifique des fouilles et de leur publication. Certaines législations nationales encadrent d'ailleurs l'archéologie en accord avec ces principes. Les dernières décennies du XXe siècle ont vu émerger des problématiques nouvelles liées aux revendications de peuples autochtones, au développement économique, aux conflits armés, aux destructions à caractère idéologique et religieux et à une professionnalisation de la discipline. Parler d'éthique en archéologie, c'est donc s'intéresser à un large éventail de questionnements et plus particulièrement pour cette session, comment peut-on définir l'éthique dans notre discipline spécifiquement? Quelle différence entre l'archéologie et les autres professions patrimoniales sur les questions éthiques? Et faut-il une éthique professionnelle propre à l'archéologie? Afin d'essayer de commencer à répondre à ces questions, nous vous proposons donc une présentation sur la question de l'émergence de l'éthique en archéologie. Donc, lors de la préparation de son travail, son travail de terrain, puis pendant la fouille elle-même et enfin au moment de la présentation de ses résultats, l'archéologue est fréquemment en contact du public, par exemple à travers ses relations avec les populations voisines des sites archéologiques, ainsi qu'au contact des hommes politiques et des journalistes. Il exerce sa profession dans et pour la société contemporaine. Il apparaît donc nécessaire de réfléchir sur notre profession, notre statut et notre position en tant que profession culturelle et scientifique dans le monde actuel. Alors, personnellement, nos premiers contacts avec l'éthique en archéologie ont eu lieu en Amérique du Nord. Alors, Ségolène Van de Velde a effectué une licence d'anthropologie au Québec, alors que j'ai moi-même fait 3 séjours d'études dans des universités américaines. Lors de ces expériences, nous avons été toutes les deux frappées par la présence importante de la réflexion éthique chez les archéologues et les étudiants d'Amérique du Nord. Des cours d'éthique en archéologie y sont généralement proposés et la réflexion éthique est considérée comme une partie intégrante et surtout incontournable de la formation de l'archéologue. Alors ça nous a toutes les deux frappées par contraste avec les formations universitaires françaises où les modules sur l'éthique en archéologie sont rares ou axés sur des questions très spécifiques. En archéologie américaine, la question de l'éthique s'impose dès les années 70 dans le débat public. Alors c'est lié à l'histoire du continent, qui fait face à cette époque aux revendications des peuples autochtones concernant la fouille et l'étude des sites amérindiens, en particulier ceux concernant les restes humains. Des problématiques similaires émergent à la même période dans d'autres pays anglo-saxons comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et les archéologues anglo-saxons s'adaptent à cette nouvelle donne. Pardon, je vais trop vite pour la traduction. Donc je vais parler moins vite. Je vais essayer, parce que c'est un peu mon problème, je parle trop vite. Donc, les archéologues anglo-saxons s'adaptent à cette nouvelle donne, en particulier en développant le concept de community archaeology, qui a pour objectif d'inclure dans les projets de recherche les groupes qui, pour des raisons diverses, s'intéressent à un site. Et donc c'est quelque chose qu'on verra d'ailleurs dans la session 2-3 consacrée aux relations avec les populations locales. Toutefois, l'éthique en archéologie ne se limite pas aux questions de droits des minorités et à la fouille de restes humains, loin de là. C'est un sujet extrêmement vaste qui intéresse tous les archéologues, quelle que soit leur spécialité chronogéographique. En quelques minutes, nous allons donc essayer de vous donner un bref aperçu, très général, de ce que l'on peut entendre par éthique en archéologie. Alors tout d'abord, il y a le problème de la destruction des sites archéologiques. À l'heure actuelle, les destructions résultent principalement de 3 phénomènes. En premier lieu, le pillage, qui est couramment pratiqué partout dans le monde depuis des millénaires. Les questions de pillage des sites, de trafic d'objets archéologiques et de dispersion des collections archéologiques émergent véritablement à l'échelle internationale en parallèle du processus de décolonisation. Le pillage s'intensifie à partir des années 70-80. Il alimente les collections des amateurs d'art et parfois même des musées, en dépit des réglementations nationales et internationales promulguées notamment par l'UNESCO. Dans les pays en développement, la problématique du pillage est d'autant plus complexe que les populations locales les plus pauvres en tirent parfois leur moyen de subsistance principal et considèrent les vestiges archéologiques comme une ressource qui leur revient de droit. En second lieu, le patrimoine archéologique est menacé par les périodes de conflits armés, comme récemment en Irak et en Syrie, ainsi que par la prise de pouvoir de groupes détruisant volontairement les sites au nom de leur idéologie religieuse et politique. Certaines de ces destructions ont provoqué une émotion internationale, comme celle des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan en 2001,
celle des mausolées de Tombouctou en 2012, et plus récemment, c'est évidemment, vous le savez, celle des ruines de Palmyre entre 2015 et 2017. La puissance des images véhiculées par les médias et aussi leur relais sur les réseaux sociaux ont contribué à une prise de conscience inégalée du public à l'échelle internationale, mettant brutalement en lumière les problématiques de conservation et de protection du patrimoine. Et en parallèle, les problématiques liées au trafic des objets pillés dans ces régions. Ce phénomène place l'archéologue face à la question fondamentale de la publication des objets pillés qui ont un potentiel d'information même hors de leur contexte d'origine, comme les tablettes cunéiformes ou les monnaies. La publication d'un objet dans une revue scientifique accroît potentiellement sa valeur sur le marché de l'art et rendrait donc les archéologues quelque part complices de la destruction des sites. Alors la question du pillage sera abordée lors de la session 2.2 cet après-midi. Plus insidieux et moins spectaculaire, le développement économique menace lui aussi les sites. En Europe, les 30 glorieuses sont, pour les pays développés, l'âge d'or des politiques nationales d'aménagement du territoire. Les grandes campagnes de construction et d'aménagement ont provoqué la disparition de nombreux sites sans fouilles préalables et, de ce fait, de destruction du patrimoine archéologique sans précédent. En France, certains chantiers comme la construction du Forum des Halles à Paris dans les années 70 sont à l'origine d'une prise de conscience qui mena à la création de l'archéologie de sauvetage, qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie préventive, dans les années 1990. Malgré la mise en place de réglementations imposant la fouille des sites avant destruction dans certains pays, le développement demeure une menace majeure pour les sites à l'échelle internationale. Et en fait, même en Europe, le climat économique morose actuel pousse certains pays comme l'Espagne à assouplir leurs réglementations. Enfin, le tourisme de masse qui participe au développement économique des territoires, mais qui est lui aussi un danger pour les sites, il demande à être encadré pour prévenir des dommages graves comme ceux qu'on observe en ce moment même au Machu Picchu, par exemple. Donc, autre évolution, la professionnalisation de la discipline et l'ouverture à la concurrence. Les archéologues ont longtemps été des amateurs ou des universitaires, mais à partir de la fin du XXe siècle, la prise de conscience des destructions de sites liées au développement et l'émergence de l'archéologie préventive ont mené à une professionnalisation de l'archéologie à l'échelle internationale. Cette professionnalisation, couplée dans certains États à la multiplication des entreprises privées d'archéologie et à une ouverture à la concurrence, a bouleversé les conditions de travail et les responsabilités des archéologues. Donc nous verrons ça dans la session 3 demain matin. La mise en concurrence des opérateurs, parfois accusés de casser les prix afin de remporter les contrats, a souvent eu un impact sur la qualité scientifique des fouilles et des rapports, alors même que la fouille d'un site est une expérience unique et non renouvelable. L'archéologue se trouve alors pris entre le dilemme du respect de l'éthique scientifique d'une part et les demandes de son employeur d'autre part. En France, le ralentissement économique actuel a provoqué une baisse des aménagements qui s'est répercutée sur le nombre d'opérations archéologiques préventives et a, de ce fait, affecté la viabilité économique de nombreux opérateurs. Cette adaptation de la discipline au monde néolibéral est critiquée par de nombreux chercheurs, pour qui l'archéologie ne devrait pas être considérée comme une simple profession technique, mais comme un acteur social à part entière, un service public doté d'une mission culturelle auprès des citoyens. Un des autres grands sujets éthiques rencontrés par les archéologues et qui vient peut-être plus rapidement à l'esprit est lié aux revendications des peuples autochtones. À partir des années 70, en particulier aux États-Unis, ces peuples s'intéressent à l'étude de leur passé et demandent notamment de pouvoir contrôler le traitement des tombes et des restes de leurs ancêtres. Donc, dès 1976, la Society of Professional Archaeologists souligne dans son premier code d'éthique la nécessité d'être sensible aux revendications des groupes dont l'histoire est l'objet des fouilles. La situation évoluera vraiment à partir de la promulgation en 1990 aux États-Unis du NAGPRA, le Native American Graves Protection and Repatriation Act. C'est une loi qui impose aux agences fédérales et aux institutions bénéficiant d'un financement fédéral de restituer les restes humains et les objets culturels amérindiens qu'ils fouillent aux descendants et aux tribus amérindiennes considérées comme culturellement affiliées.
Cette loi est particulièrement connue internationalement par l'affaire de l'homme de Kennewick. Elle fut un choc pour les archéologues américains. À la même période, des problématiques similaires sont rencontrées au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les archéologues anglo-saxons s'adaptent donc en développant une réflexion éthique qui donna lieu à la publication de nombreux codes et manuels, où l'on trouve la fameuse question « À qui le passé appartient-il ?» Question qui trouve un écho dans le thème 2 du colloque, qui est « À qui appartient le patrimoine archéologique ?» La question des restes humains pose un problème tout particulier non seulement auprès des populations autochtones, mais désormais également en Europe, comme nous le verrons dans la session 2.1 tout à l'heure. Par exemple, les archéologues anglais se sont vus imposer en 2008 une réglementation exigeant la réinhumation de tous les restes humains fouillés dans un délai de 2 ans, ce qui a des conséquences désastreuses sur le plan scientifique. Un autre problème, qui vient peut-être moins souvent à l'esprit, mais qui est pourtant très courant, c'est la récupération idéologique des résultats de la recherche. Celle-ci peut être politique ou religieuse, ou savamment mélanger les deux. La question qui se pose pour les archéologues est de savoir s'ils doivent en tenir compte dans leur façon de présenter leurs résultats, s'ils doivent prendre position, et si oui, de quelle manière. Donc ça, c'est un sujet qui sera abordé en fin de journée demain, dans la session 4, Archéologie et construction identitaire. Donc que ce soit sur des questions de destruction, de dérégulation, de revendication ou d'instrumentalisation, l'émergence du questionnement éthique en archéologie procède donc à la fois des changements sociétaux et de transformation de la discipline elle-même. Une des conséquences de l'émergence de ce questionnement est que depuis le début des années 90, le nombre de codes de déontologie archéologique ne cesse de croître. Donc ces codes sont aujourd'hui nombreux à travers le monde. Et on remarque de nombreux points communs entre ceux des pays anglo-saxons, qui sont pionniers dans le domaine, et les codes européens. Il marche ? Non. Non, il ne marche pas ? Ok. Et donc les codes européens, donc on y retrouve l'énoncé des devoirs envers le patrimoine archéologique, envers les confrères, envers le public et envers la discipline. La quasi-totalité de ces codes s'attache à définir la profession et ses missions, qui est un point essentiel pour une profession largement non réglementée, puisque n'importe qui peut se déclarer archéologue s'il le souhaite. On remarque également que l'ensemble des codes insiste sur la responsabilité des archéologues, non seulement en termes d'études, mais également en termes de protection et de préservation des vestiges archéologiques. On retrouve enfin énoncé dans plusieurs codes nationaux un devoir de publication des résultats dans des délais raisonnables, ainsi que de communication auprès du grand public. Ces codes chargent donc l'archéologue d'une responsabilité aussi bien scientifique que sociale. Au-delà de ces grands traits communs, chaque code possède ses spécificités. Il est intéressant de noter que parmi les 7 codes européens sur lesquels nous sommes particulièrement penchés, 4 originaires d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni évoquent la nécessité de prendre en compte les populations locales. Respect des sensibilités, devoir de collaboration, information et implication, ou même aide au développement. 2 codes évoquent le respect dû aux restes humains et un seul évoque le respect dû à l'environnement naturel. Notons que le code français du syndicat national des professionnels de l'archéologie n'aborde aucun de ces thèmes et que les codes allemands dont nous avons pu avoir connaissance, comme celui de l'Institut allemand d'archéologie, se limitent aux questions du pillage et de la publication d'objets pillés. Donc, au-delà des codes publiés dans chaque pays, il existe également des codes de déontologie élaborés dans le cadre d'organisation des associations transnationales et à visée internationale. Le World Archaeological Congress, qui rassemble tous les 4 ans des archéologues venus du monde entier, a élaboré 5 textes relatifs à l'éthique entre 1989 et 2014. Les 4 premiers traitent uniquement des droits des minorités autochtones et de la fouille des restes humains. En ce sens, ils sont très marqués par la tradition communautariste américaine. Et c'est seulement dans un texte beaucoup plus récent, en 2014, le Dead Sea Accord, que le WAC, suite aux nombreuses destructions causées par les conflits armés au Proche-Orient et au Moyen-Orient, aborde pour la première fois la question de la protection du patrimoine comme bien commun de l'humanité avant d'être le bien d'une communauté. Une autre association transnationale,
l'European Association of Archaeologists s'est également doté de codes et de principes normatifs. Certains articles de ces textes ou leurs formulations, particulièrement dans l'EA Principle of Conduct for Contract Archaeology, peuvent paraître surprenants. On note en particulier que le terme « compétition » est présent dans les articles 8 et 12, mais que les termes « coopération » ou « collaboration » sont absents des 3 codes de cette association. Ce qui pose question dans une discipline scientifique où la coopération, donc sur le plan scientifique, est essentielle. On notera également que dans tous ces exemples, que ce soit les codes nationaux et internationaux, ils partagent quelques grands principes fédérateurs. Ils apparaissent toutefois aussi très marqués par des problématiques et des perspectives nationales. Et nous aimerions essayer de répondre avec ce colloque aux questions suivantes. Est-il possible ou est-il souhaitable d'essayer d'adopter ces codes d'éthique en archéologie à l'échelle internationale, puisque notre profession peut être considérée comme universaliste? Doit-on se contenter de codes nationaux? Doit-on même rédiger des codes d'éthique, sorte de guide professionnel, au risque de figer les débats en établissant des normes? Donc nous venons de le voir, les questionnements éthiques en archéologie sont très variés, et pourtant, beaucoup ne seront pas ou peu abordés lors des présentations de ce colloque. Il y a parmi eux les problèmes éthiques rencontrés sur certaines fouilles à l'étranger, notamment concernant les droits des ouvriers, mais il semble de plus parfois difficile d'évoquer publiquement ces sujets, principalement en raison de freins diplomatiques. On aurait également aimé parler de la non-publication de certaines fouilles, des refus d'accès aux collections et de la rétention des données en général. Alors, il est aussi intéressant de constater que parmi les nombreuses personnes avec qui nous avons été en contact pour cet événement, chacun a un peu sa vision du sujet qui, selon elle ou lui, est le sujet central en éthique en archéologie. C'est assez frappant, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Alors, malheureusement, on ne dispose que de 2 jours et chacune des sessions mériterait un peu son propre colloque. C'est pour ça qu'on a choisi de consacrer plus de 40% du temps aux discussions et aux échanges avec la salle, pour pouvoir discuter directement des cas présentés et de les compléter par les expériences des auditeurs. Nous avons expressément demandé aux participants de ne pas hésiter à prendre position, à proposer des solutions et de ne pas se limiter à l'énoncé d'une question ou d'un problème afin de pouvoir susciter un débat véritablement constructif. Il nous semblait important que le colloque soit également interdisciplinaire et international afin de varier les points de vue. Nous accueillons donc des chercheurs d'horizons variés, juristes, médecins, anthropologues, sociologues et bien sûr archéologues, venant de France, de Serbie, de Taïwan, du Canada, d'Allemagne et d'Espagne. Nous laissons d'ailleurs maintenant la parole aux juristes, Marie Cornu et Vincent Négri. Je vous remercie de votre attention.